Tout d'abord, il faut savoir que j'ai grandi en région parisienne et c'est plutôt l'écoute de mon cœur qui m'a fait rejoindre l'Équateur en suivant l'homme avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Donc, j'ai profité de cette parenthèse en Équateur pour me former à mes passions. Donc, c'est-à-dire que j'ai repris des études en naturopathie, en aromathérapie, j'ai suivi des constellations familiales, des études à distance en psychologie. Et tout ça m'a amené à un moment donné clé avec mon mari. On se posait la question de recréer un centre bien-être en Équateur ou de revenir s'installer en Europe. Pas le sentiment que ce soit incompatible. Alors, je dis pas que j'ai un sens de l'humour très très aiguisé. En revanche, mon mari, qui est également thérapeute, avec qui on crée des formations ensemble, notamment sur le cerveau, etc., c'est quelqu'un qui a énormément d'humour et qui rit de tout. Alors, et moi, je pars du principe que justement, c'est quand on sait rire de soi qu'on avance et qu'on se remet en question finalement. Je dirais que déjà, les cures détox, moi, je les ai découvertes quand je suis partie en Équateur, parce qu'en fait, bon, dans un premier temps, je me suis formée à la naturopathie avec une école au Canada et j'ai découvert les vertus aussi bien des monodiètes que des cures détox qu'on pratique pour vraiment drainer les excès. On sait que le corps, quand il connaît des dysfonctionnements, c'est souvent en relation avec nos excès alimentaires, mais pas que évidemment. Et donc, une détox, ça permet justement de mettre à mal toutes ces toxines qu'on accumule dans le corps, etc. En Équateur, on a découvert avec mon mari l'ayahuasca, donc vraiment une plante chamanique qui se prend en fait conjuguée à des jeûnes. Donc on a vraiment, et moi puisque c'était vraiment ma partie sur la naturopathie, on a cherché à adapter la naturopathie à l'occidental avec évidemment les plantes qu'on avait sur place et les aliments qui se trouvaient sur place. Et là, j'ai vraiment découvert les vertus du jeûne et à quel point le jeûne pouvait permettre la guérison et la bonne humeur. Alors, si ça rejoint votre question sur l'humour, c'est assez intéressant puisqu'en fait, quand on se libère de manière très guidé, très accompagné, parce que je souligne qu'un jeûne, ça peut être très dangereux quand on le fait tout seul, sans prendre en compte son métabolisme et toutes les connaissances qu'il y a autour de l'alimentation. Il est vraiment primordial d'être accompagné par un spécialiste pour pouvoir en fait procéder à cette réparation cellulaire, moléculaire, à la perte de poids, à la guérison souhaitée et justement tout ce qui fait que il y a beaucoup plus de sérotonine qui arrive quand on est dans un jeûne. Il y a les hormones de la bonne humeur, hein, comme on les appelle. Effectivement, ça rejoint un petit peu votre première question. Moi, je dirais que c'est pas du tout incompatible d'avoir le sens de l'humour et d'être dans la spiritualité, parce que quand on accède justement aux bienfaits des cures proposées autour du jeûne, on est vraiment dans cette dopamine qui est boostée, les endorphines qui sont là, et on est vraiment dans une qualité de vie, une vitalité et une humeur qui est complètement optimale. Alors, dans mon ouvrage sur les ficelles anti-stress, je parle de la sylvothérapie, le Shirin Yoku au Japon, mais ça s'appelle aussi des bains de forêt, ça s'appelle la sylvothérapie. Il y a eu énormément d'ouvrages en France sur ce sujet. C'est vraiment une pratique qui est très populaire au Japon. Il s'agit simplement, on le sait, et moi je l'ai vraiment découvert dans ma jungle équatoriale, que la plus grande pharmacie du monde, elle se trouve dans la forêt. Et en fait, il s'agit simplement d'aller dans un coin de verdure, un coin de forêt dans l'idéal, puisqu'en fait, la forêt, avec toutes les substances aromatiques qu'elle dégage, et notamment ce qu'on appelle les phytoncides, vous le découvrirez dans le livre, ça nous permet en fait d'accéder à un bien-être incroyable où on va solliciter nos 5 sens.
Donc, il suffit simplement d'écouter le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles des arbres, de regarder le vert, et ça, on le retrouve en médecine chinoise, en kinésiologie. Quand on regarde du vert, les différentes nuances du vert, ça va nous nourrir le foie. Ensuite, on va sentir tous les parfums qu'il y a autour de nous. Inspirer, expirer profondément, ça va nous permettre vraiment de relâcher le corps. On sait à quel point la cohérence cardiaque, par exemple, a une puissance très forte sur les vertus, en termes de vertus anti-stress. On va tout simplement apposer ses mains sur un tronc d'arbre ou se sentir s'allonger, par exemple, par terre, si on n'a pas peur des petites bêtes et qu'on a vraiment envie de se reconnecter avec ce qu'on appelait en Équateur la Pachamama, la mer sacrée. En fait, la forêt, c'est vraiment un lieu culte, un lieu sacré. On est tous des univers uniques et que ce qui va toucher certaines personnes, vous me parlez du rock, il y a d'autres personnalités qui vont être plus touchées par la musique classique, qui vont être transportées. Et puis je pense qu'il y a des âges clés aussi. Il y a des âges où on va aimer, je sais pas, des courants. Je pense à l'électro par exemple, ça peut nous toucher, ça peut nous stimuler à un moment donné de notre vie. On a besoin de se réveiller. Et puis à d'autres moments, là je pense à mon fils qui a 6 mois. Son père n'a jamais écouté de reggae de sa vie, j'ai jamais écouté de reggae de ma vie, et pourtant c'est ce qui l'endort, c'est ce qu'il adore, et on l'a découvert grâce à ma belle-sœur qui lui a mis un jour du reggae. Bon, alors pourquoi ça fait danser les consciences? Je pense que c'est au fond de nous, on appartient tous finalement au même arbre généalogique, puisque quand on fait un calcul très simple, l'arbre qui au départ, quand on travaille sur sa psychogénéalogie, il s'extend, et puis hop, au bout d'un moment, il se referme. Et je pense qu'au fond de nous, on est tous marqués par les tribus. D'ailleurs, quand on fait des exercices comme le rebirth, tout ça, on arrive très facilement à reconnecter peut-être même des vies antérieures. Et dans le rebirth, dans tout ce qui est respiration holotropique, on expérimente avec des sons très tribales des connexions à des mémoires. Et je pense que oui, ça éveille la conscience. Okay. C'est évident qu'on ne peut pas avoir le même tonus tout au long de la journée, c'est clair et net. Donc, il y a eu des études très poussées qui ont été faites. Aujourd'hui, c'est scientifique et ces études, elles ont même été étudiées pour les enfants, pour leur permettre d'apprendre au mieux. On sait aujourd'hui que les neurosciences, elles s'invitent dans les programmes scolaires. Et on sait, par exemple, que entre... Alors ça, je vais vous donner des règles très générales et je tiens quand même à dire qu'entre les lève-tôt et les lève-tard, il y a un décalage qui peut être fait, de même titre que les infirmières qui ont l'habitude de travailler de nuit vont pas forcément avoir les mêmes cycles que les personnalités qui vont se réveiller à 6 heures du matin et qui vont se coucher plus tôt pour pouvoir être au top de leur forme. Donc, on sait par exemple que entre 10 heures et 13 heures, c'est vraiment le meilleur moment pour solliciter son intellect. Donc, c'est avec des moments où on va planifier des réunions importantes, des tâches très importantes où il va falloir se concentrer. À la mi-journée, le cerveau, il suit une baisse de régime. Donc là, on va adapter en conséquence notre programme. On sait qu'il faut faire des pauses environ de 10 minutes toutes les 2 heures. Et c'est très important. C'est pour ça que ça ne sert à rien des fois de se dire « Allez, je travaille comme une dingue pendant 6 heures et puis après, je me laisse tranquille. » Mais non, on va pas travailler de manière aussi optimale qu'en respectant ce chrono-là. On sait qu'à partir de 19 heures, par exemple, l'activité cérébrale et l'attention, elle diminue. C'est pour ça que quand les gens, par exemple, rentrent chez eux à 19 heures, c'est bien de s'offrir un petit sas de décompression avant de se remettre dans les devoirs des enfants, les tâches familiales. Et il faut vraiment respecter ces rythmes-là. Au même titre que les deux hémisphères de notre cerveau ne fonctionnent pas de la même manière. Il y en a un qui va prendre plus le pas sur l'autre, et en étant tout à fait attentif à cela, on va pouvoir adapter nos activités dans notre journée. Alors, les médecines naturelles, les médecines douces, moi il y en a plein que j'aime évidemment, comme je vous l'ai dit. Donc je dirais que il y a des moments où je vais être plus sensible
à l'aromathérapie. À d'autres moments, je vais utiliser peut-être de la phytothérapie, de l'acupuncture. Tout va dépendre de ce que mon corps me dicte et ce vers quoi il va me dire d'aller. Parce qu'en fait, on a tendance à dire le mentalement, le corps sait tout. Et effectivement, D'accord. quand on se réaligne à son corps, on sait ce qui va être plus efficace en termes de médecine douce ou toute autre décision qu'on a à prendre dans sa vie. Alors, l'autonamaki, pour être tout à fait franche, moi j'ai trouvé que c'était un principe qui était complètement, une méthode qui était complètement atypique, complètement barrée, qui est née au Japon. Pour être honnête, je ne l'ai jamais testé. En revanche, j'ai trouvé que c'était assez fascinant. Pourquoi? Parce qu'au Japon, elle fonctionne bien. Ça a été créé par une sage-femme qui s'est inspirée en fait en regardant en fait les techniques de ballottage qu'on utilisait sur les bébés et sur les femmes enceintes post-accouchement pour atténuer leur douleur. Elle s'est dit pourquoi ce ne serait pas une technique anti-stress qui fonctionnerait? Et alors, au Japon, visiblement, ça fonctionne très bien. En France, c'est controversé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chiropracteurs qui disent mais attention quand même, se remettre dans la position fétale. Ok, c'est peut-être anti-stress, mais c'est pas forcément bon pour la colonne. D'autres médecins qui vont dire attention, les claustrophobes, il faut surtout pas y aller. Ce qui rejoint ce qu'on a dit à l'instant, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce qui correspond à l'un ne va pas correspondre à l'autre. En fait, quand j'ai cherché à illustrer mon livre, j'ai regardé sur Internet des illustrateurs qui me plaisaient. Et vraiment, Charlène, elle m'a plu. Donc, je lui ai écrit, je lui ai proposé le projet en lui disant, mais tu sais, j'ai aucune garantie que ce livre fonctionne. Si ça te plaît, on teste l'aventure ensemble, mais je peux pas te promettre que ça va fonctionner. J'ai adoré sa personnalité. Elle m'a dit, go, j'ai jamais écrit de livre. Elle dit, moi, je suis plutôt à illustrer des magazines, à illustrer sur du textile. J'ai jamais fait de livre. Peut-être que ça m'amènera l'ouverture de d'autres livres si ça fonctionne. En tout cas, moi, l'idée du livre anti-stress, ça me plaît parce que je suis une personnalité hyper stressée. On a commencé à travailler à distance. À l'époque, quand j'ai commencé avec l'idée de ce livre, j'étais encore en Équateur. Donc, on ne s'est pas rencontrés de suite. On a échangé par téléphone, par Skype notamment. Et puis, ça a été un match super gagnant parce qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment une amie. Et on a même un autre projet ensemble actuellement de développer un nouveau livre, mais ça, j'en dis pas trop, toujours sur les développements personnels, autour du monde quantique. Et là, on veut faire des cartes adaptées au livre pour mettre un coffret, un jeu de tirage ensemble. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est elle qui m'a donné l'idée des cartes. Bien, Ambre, merci pour toutes ces informations. Merci de nous fournir un ouvrage qui est une mine de secrets anti-stress. Avec plaisir. Et à très bientôt sur votre prochain ouvrage dont vous n'avez encore pas parlé.